Faire à manger, pour moi, c'est alimenter l'autre. Et c'est vrai que quand tu cuisines pour quelqu'un d'autre, c'est un acte d'amour. Pour moi, je les conçois comme ça. Je les conçois pas comme une expression technique ou de démonstration d'un savoir-faire. Je les vois plus comme un acte d'amour, comme la possibilité de le donner à l'autre un jour plus d'existence. Bonjour, bienvenue dans Dialogue, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, Foutez-vous la paix, Suis-je hypersensible, La théorie du bourgeon, et le fondateur de Réseau, la principale école de méditation dans le monde francophone. Dans Dialogue, je reçois des personnalités inspirantes, c'est pour moi l'occasion de confronter mes intuitions, mon travail, ma réflexion philosophique à de nombreuses personnalités, à leur expérience, à leur travail. Et aujourd'hui, je reçois le chef Mauro Colagreco, que vous connaissez peut-être, c'est le chef du Mirazur à Menton et qui a reçu la distinction de la meilleure table du monde à de nombreuses reprises. C'est vraiment, vous allez voir, un homme passionnant. Et il y avait deux choses que j'avais envie d'explorer particulièrement avec lui. La première, c'est comment on devient qui on est. Comment on devient un chef 3 étoiles. Comment on va au bout de ce qui nous habite, comment on vise l'excellence, et vous allez voir, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et puis j'avais envie aussi d'explorer le bonheur de la cuisine, le bonheur de bien manger, et enfin un peu en bonus, essayer de comprendre la vision très très profonde, puissante de Mauro sur le lien à la nature, le lien au monde, le lien à l'alimentation. Vous allez voir, c'est une vision très engagée, très lumineuse. Profitez-en bien. Bonjour Mauro. Bonjour Fabrice. C'est une joie infinie de te recevoir. C'est partagé. Est-ce que tu veux bien, juste pour commencer, parler d'un des plats, un plat que je trouve un peu iconique de ce que tu fais, la tarte aux artichauts? Oui, c'est un beau plat, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est un plat, c'est difficile de travailler l'artichaut, parce que l'artichaut, il est ancré, en tout cas pour moi, ancré dans ma mémoire. Cet artichaut cuit à la vapeur, dans lequel je prenais les feuilles d'artichaut, et les pétales d'artichaut, et je les mouillais dans cette vinaigrette qui faisait ma mère. Et j'adorais ça. Et donc, servir un artichaut comme ça dans un 3 étoiles Michelin, il faut y réfléchir, parce que comment retrouver une puissance aussi forte, en tout cas dans ma mémoire, dans un plat. Et lorsqu'on a commencé à faire, qu'on a changé un peu, et on a suivi les univers racines, feuilles, fleurs et fruits, j'étais en train de chercher le plat principal pour le menu fleurs. Et tout d'un coup, il y a l'artichaut qui est apparu comme une des fleurs dans les menus. Et on a voulu représenter cette tarte en forme de fleurs avec des pétales d'artichaut, un peu comme je les voyais lorsque ma mère me présentait ces artichauts beaucoup plus simples à table. Et on l'a travaillé de façon à mettre en valeur justement le produit. On a l'artichaut, mais dans un plat qui remplace la viande dans le menu fleurs. Et c'est un plat qui est totalement carnique, parce qu'on a cette onctuosité, cette velouté, cette gourmandise qu'on peut retrouver dans une viande confite ou cuite longtemps. Et je trouve que ces plats, ils remplacent bien ces moments dans un menu où on a besoin d'un plat beaucoup plus consistant. Ouais. C'est
Bah, c'est très étonnant parce que c'est une tarte, donc une tarte à l'artichaut, bon, c'est juste voilà, quelque chose une sorte d'entrée, et il y a une densité. D'où vient cette densité et cette dimension? Moi, j'ai presque le sentiment qu'il y a un côté un peu cosmique dans cette tarte. Alors, nous, on croit beaucoup dans l'influence cosmique dans les aliments, dans le vivant en général, dans les hommes, dans la nature, dans les plantes, dans les océans. C'est pas que nous, hein, c'est toutes les cultures, toutes les anciennes cultures du monde, ils ont suivi les influences cosmiques. On a bien les horoscopes, tant occidentales comme chinoises. On a plein de cultures qui continuent à croire, et nous, on fait partie, au Mirasur, de ces gens qui croient que cette influence existe. Je ne sais pas si c'est transmis dans chaque plat. L'évidence que oui, parce que si tu l'as aperçu je m'en souviens encore, avec une puissance telle, c'est dingue. Bon, après, c'est toute l'expérience qu'on vit au Mirasur qui fait que... Mais c'est un plat que j'adore, c'est un plat qui... Donc les artichauts ont une histoire... Donc ce que tu dis, c'est que la force du plat n'est pas que la recette que tu as, mais vient aussi de la relation que tu as avec les artichauts, la terre. Alors, ces artichauts sont des artichauts qui viennent de notre jardin, parce qu'on a 5 hectares de jardin. Bientôt, on va rajouter 17 hectares en plus. Et donc, on a la chance de produire nos propres artichauts qui sont récoltés. Ils ont été plantés en jour-fleur dans le calendrier lunaire et récoltés en jour-fleur. Et parce qu'on a choisi un type d'agriculture qui est la biodynamie, qui justement elle est régie par un calendrier lunaire. Et on croit que ces aliments ils vont être beaucoup plus intenses, beaucoup plus bénéfiques pour la santé et beaucoup plus énergétiques les jours où certains astres nous indiquent qui est les bons jours pour cueillir et manger certains aliments, certaines parties de la plante. Alors, pour comprendre comment tu en es arrivé là, on va peut-être partir un peu de ton parcours. Ce qui m'intéressait, c'est comment on devient chef. Et alors, rien te prédisposait à devenir chef 3 étoiles d'un restaurant considéré comme un des meilleurs du monde à Menton. Et je trouve que c'est intéressant comme leçon de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on touche à l'excellence? Parce que alors, tu n'es pas né du tout à Menton. Non, très loin même. Mais alors, il faut effectivement remonter dans le temps. Je suis né en Argentine, donc je suis argentin. D'origine italienne, j'ai beaucoup de parties de ma famille, beaucoup de mes origines italiennes. Donc mon nom, Colagreco, ça vient d'un petit village dans les Abruzzes. Mais je viens d'une famille qui était très mélangée quand même. L'Argentine, un peu, c'est ces pays que quand on demande d'où on vient, on dit qu'on vient des bateaux. Parce que c'était un pays qui était construit par les immigrés du monde entier, beaucoup européens, mais aussi des Moyen-Orient, de l'Europe occidentale, orientale. Et c'est des pays où quand même toutes ces cultures ils arrivent à coexister ensemble et sans aucun problème. Et ma famille donc était à base 3 de mes grands-parents italiens, pur sang italienne, et un de mes arrière-grands-pères, le fameux Colagreco, il était arrivé en Argentine fin de 1800.
Et il a épousé une criolla, donc une créole. C'était une femme d'une tribu du nord de l'Argentine. Et ils ont eu plusieurs enfants, dont mon grand-père, qui lui, il a épousé une femme formidable, Amalia Blanco, qui était, elle, basque, espagnole. Elle était arrivée en Argentine quand elle avait 2 ans, donc avec ses parents. Donc là, il y a eu un mélange très important. Mais pourquoi j'arrive là? C'était important d'arriver là parce que cette grand-mère qui était basque et qui avait épousé mon grand-père, c'était une personne rayonnante de choix et c'est elle vraiment qui m'a transmis cet amour pour accueillir l'autre. Même pas pour la cuisine, c'était vraiment cette énergie qu'elle transmettait quand ses petits-enfants, ses enfants revenaient chez elle. Et il faisait toujours, sa maison, c'était toujours un lieu d'accueil. Et je pense que c'est ça qui m'a planté, cette petite graine qui m'a planté de tout petit, qui m'a amené plus tard, après un baccalauréat littéraire, après 3 ans d'université d'économie. Donc ça, c'est intéressant de dire, parce qu'au début, tu ne disais pas que tu allais devenir cuisinier. Donc je trouve que c'est intéressant par rapport à l'idée qu'ont les gens, qu'on devient soi-même, parce qu'on sait ce qu'on veut faire. Ouais. Non, ton père était, était expert comptable, tu étais tout à fait prêt à suivre, à rentrer, et tu sens que c'est pas ça. Alors là, je sens l'appel. Je ne sais pas si je sens l'appel. En fait, mon père, il était expert comptable. Et à un moment donné, j'avais 3 sœurs aînées. Aucune d'elles avait continué la carrière de mon père. Et je me suis dit, c'est dommage que papa ne puisse pas laisser tout son travail à un des enfants. Et pourquoi pas, c'est une vraie opportunité. Et donc j'ai essayé, je m'inscris à l'université d'économie, j'ai fait 3 ans. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment ma passion, être dans un bureau comptable. Et malgré que j'avais déjà travaillé avec mon père de tout petit, parce qu'il nous a inculqué la culture du travail de très tôt déjà. Et à ce moment-là, c'était un peu une crise existentielle dans ma vie, parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'avais un copain qui venait d'ouvrir un restaurant à Buenos Aires. Et donc, je lui ai demandé, en attendant qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, si je pouvais l'aider dans le restaurant. Et à l'époque, à ce moment-là, tu te dis la cuisine c'est peut-être pour moi, ou tu sens juste que expert comptable c'est pas pour toi? Alors d'abord je sens que l'expert comptable c'était pas pour moi, et 2, j'étais dans une crise existentielle que je savais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Et j'avais 21 ans, 20 ans, et là je rentre dans ce restaurant. Et là, c'était vraiment l'appel. Tu as senti tout de suite, c'est ça? J'ai senti tout de suite cette énergie, cette adrénaline qu'on a pendant un service, cette émotion quand finit une assiette, cette envie de plaire à l'autre, de le faire du bien à l'autre. Tout ça, c'était immédiat. Et 2 semaines après, j'étais en train de chercher une école hôtelière pour apprendre les bases. Et donc, je n'ai pas quitté le restaurant, j'ai continué à travailler, j'ai fait des études en même temps, donc c'était assez chargé. Mais j'étais tellement
passionné tellement, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était une sensation d'avoir trouvé vraiment l'amour de ma vie, presque. Et donc, c'était facile finalement, ces horaires. J'ai travaillé, j'ai fait les études le matin, après je partais travailler au restaurant le soir, et comme ça toute la semaine. Donc c'était dur, mais j'étais tellement heureux d'avoir trouvé ma voie. Et après, tu décides de venir en France te perfectionner. Donc la France, bon, on comprend, le pays de la cuisine et tout. Et là, tu vas... comment tu fais pour travailler tout de suite chez des grands cuisiniers? Alors, c'est vrai, la France est devenue pour moi une évidence. Et comme tu dis, c'était le pays de la gastronomie, donc c'était les passages obligés pour un cuisinier. Sauf que je suis parti d'Argentine en pensant faire une expérience de 300, 4 ans maximum et retourner là-bas. Non, maintenant ça fait 24 ans, donc j'ai 23 ans en Argentine, 24 ans en France. Donc mes plans ils sont changés un petit peu. Mais donc je rentre d'abord dans un lycée hôtelier en France, un lycée hôtelier de La Rochelle, où j'ai eu une place pour faire une mise à niveau pour un BTS. Et dans ces premières années de mise à niveau, on avait un stage à faire de 4 mois chez l'entreprise. Et donc, moi, j'avais entendu parler d'un grand cuisinier à l'époque, d'un tel Bernard Loiseau. Et je m'avais fixé que je voulais aller chez lui. Et donc, à un moment donné, on devait choisir notre stage. Et je vais au chef des travaux du lycée pour lui parler de ces restaurants, la Côte d'Or, de ces chefs très renommés, 3 étoiles Michelin. Et le chef des travaux, il refuse catégoriquement en disant non, écoutez, Moreau, vous allez éplucher des pommes de terre toute la journée. Nous avons déjà envoyé des élèves dans des établissements 3 étoiles Michelin. Vous revenez, vous allez rien pris, on vous déconseille. Et moi, j'étais très têtu, je crois que je continue à l'être un petit peu. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Quand on essaie de voir comment réussir à viser à une certaine excellence, on voit arriver à s'écouter, arriver à être têtu, savoir quand il faut dire oui, savoir quand il faut dire non. Oui, exactement. Et c'est étrange parce que comment on peut savoir à l'avance? On a une intuition, tu ne pouvais pas savoir à l'avance. C'était une intuition. Donc comment tu fais alors? Et alors, sans l'appui du lycée, finalement, j'envoie des demandes de stage au restaurant, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à que je dis, bon, je n'ai pas de réponse. La date finale pour présenter les lieux de stage arrivait. Et je dis, bon, je peux appeler. Donc j'appelle 1 fois, et il me laisse en attendant en ligne pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Bon, je raccroche. Une deuxième fois le lendemain, comme ça, jusqu'à qu'un jour, il me passe avec le chef, Patrick Bertrand, qui était en cuisine. Et donc, je dis, bonjour, monsieur Bertrand, je suis monsieur Colagrico. Il me dit, oui, on sait bien qui vous êtes. Si on ne vous a pas répondu, c'est parce qu'on est occupé, mais on va vous répondre. Et donc, 1 semaine après, j'avais l'acceptation des stages chez Bernard Loiseau. Donc, j'étais très heureux. Et j'arrive chez Bernard Loiseau. Effectivement, la première chose qu'il me donne à faire, c'était d'éplucher des pommes de terre. Et lui, il avait un plat qui sont conservés encore. C'était ces fameuses grenouilles avec
avec une sauce persil et une crème d'ail. Sauf que pour faire cette sauce persil et la crème d'ail, il fallait des tonnes de persil et des tonnes d'ail à éplucher, à équeuter. Et donc, c'était mon travail pendant facile un mois et demi. Mais j'étais tellement content d'être là et d'apprendre à bien éplucher une pomme de terre, à bien éplucher l'ail. Et surtout, c'était mon premier grand restaurant où j'arrivais, je me rappelle les jours que je rentre en cuisine et je vois tous ces cuisiniers impeccables, tous avec des toques, vraiment comme dans les films. Et c'était pour moi la porte ouverte à la grande gastronomie. Et donc, dans mon stage, bon, j'étais tellement motivé en épluchant des pommes de terre et des l'ail qu'à un moment donné, forcément, ils me font passer à des tâches plus intéressantes. Et donc, j'ai fait un stage de 4 mois dans lequel j'ai fini par tenir un poste. Et une semaine avant la fin de mon stage, il y a Bernard, dans lequel on avait commencé à avoir des échanges. Il était toujours présent. Donc, il était très tôt les matins. Lorsqu'on faisait le petit déjeuner, j'étais suivant garde du petit déjeuner, donc c'était moi qui faisais le petit déjeuner. Donc on avait l'opportunité de parler et il me demande qu'est-ce que j'allais faire après. Et donc je lui raconte que j'ai retourné à La Rochelle pour faire un BTS. Il me dit, écoute Moreau, nous avons pas mal de postes qui vont se libérer. Si tu veux, on peut te proposer un poste de commis. Et 12 heures après, j'étais en train de les confirmer que je restais à Saulieu. Donc ça, c'était début 2002, oui, non, mi-2001. Et donc, je reste à Saulieu jusqu'à le décès de Bernard. Donc c'est comme ça que tu as commencé à apprendre. Et comment tu passes d'apprendre la cuisine à commencer à sentir le désir d'inventer ta propre cuisine? Après le décès de Bernard, je pars à Paris, parce que Paris, c'était quand même... je voulais faire un passage à Paris. J'avais l'idée de retourner en Argentine. Et c'est Paris vraiment qui m'a changé les idées. J'ai vu, déjà, peut-être par ma formation, par mon baccalauréat littéraire, j'avais déjà beaucoup étudié la culture française. Les Argentins, en général, on est très admiratifs de la culture française. Et j'ai commencé à vraiment me sentir à l'aise et aimer la culture française. Vivre en France, c'est devenu très agréable pour moi. J'aimais les produits, j'aimais la cuisine que j'étais en train d'apprendre, j'aimais les gens. Ce côté très bohème qu'on peut trouver à Paris aussi. Et donc, c'est à Paris que j'ai commencé à réfléchir de peut-être y rester et faire, pourquoi pas, ouvrir mon restaurant en France. Donc, tu avais déjà des intuitions sur ce que tu aimerais faire? Tu avais déjà des sortes de, je sais pas, des idées, des intuitions Alors, j'avais aucune idée. De ce que tu allais faire? Non, j'avais juste l'envie d'ouvrir un restaurant et de cuisiner et de vivre de ça.
Et donc, j'ai fait plusieurs grandes maisons à Paris. Et fin 2005, j'avais commencé, début d'année, à regarder à Paris des fonds de commerce, des endroits où chercher des chefs. Et je trouvais rien. J'avais aussi très peu d'économies mises de côté. Donc, pas d'économie, pas d'investisseurs, pas d'argent. Donc là, j'aime beaucoup ton histoire parce que ça montre que pour devenir soi-même, il faut aussi des fois de la chance, savoir saisir la chance. Tout à fait. Et là, tu as des amis qui disent d'aller chez eux en vacances à Menton et qui connaissent un restaurant qui a fermé depuis longtemps. Oui, tout à fait. C'est une histoire, mais alors vraiment, là, c'est presque un conte de fées. Oui, oui. C'est tout à fait ce que tu dis. Et mon père disait la chance du champion. Non, c'est ces moments où tu as cet instant de chance, d'opportunité et que tu ne perds pas. Ça, c'est vraiment une question dans la vie. Comment, quand on a ce moment-là, il faut saisir la chance. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le rater. Et là, c'est arrivé. Juste au bon moment. C'est une histoire dingue. Ouais. Ouais, parce que j'arrive à cet endroit pratiquement par hasard. Et avec ce bâtiment qui est unique face à la mer, avec tout, il y avait tout, parce que c'était un restaurant qui avait fermé du jour au lendemain. Il y a déjà un moment, ça faisait 4 ans, 5 ans qu'il était fermé, mais il y avait tout à l'intérieur. Donc, sauf que, voilà, je n'avais jamais mis mes pieds à Menton, je ne connaissais pas les saisons, je ne connaissais pas les produits. Tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais pas acheter le restaurant. Donc, j'ai ouvert et alors, donc, peut-être raconte-le. Avec 5 000 € de fonds de caisse. Et donc, le propriétaire du restaurant te dit, parlons pas d'argent, dites-moi qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, voilà, je visite Menton pour rencontrer ce monsieur qui était propriétaire du restaurant. Et donc, je les rencontre, je les présente tout un dossier et on passe des heures en train de parler, d'expliquer mon projet ici et là. Et à un moment donné, il m'arrête et il me dit, mais monsieur, vous n'avez pas vraiment l'argent pour acheter mon restaurant. Et je lui dis, bon, écoutez, on n'a pas parlé d'argent jusqu'à là, mais je ne pense pas. Je pense effectivement que je n'ai pas l'argent pour acheter votre restaurant parce que c'est un très beau bâtiment. Et il me dit, écoutez, moi je vous propose un pari parce que je ne veux plus être dans l'affaire. J'ai essayé, c'était mon bébé, mais aujourd'hui, voilà, je ne veux plus continuer dans l'affaire. Ce que je vous propose, c'est une location gérance avec un prix très modique, et c'est vrai, il m'avait proposé un prix très modique pour les loyers, mais avec une promesse de vente du fonds. Et donc c'est un peu miraculeux. C'est comme ça que j'ai commencé. Il m'a donné vraiment l'opportunité de commencer, de faire mes preuves. Et j'ai eu cette difficulté au départ qui était justement pas connaître comme il fallait ces lieux. Mais ça m'a permis de commencer mon histoire d'une page totalement blanche. Et commencer à écrire mon histoire à Menton, sans aucun tabou, avec plein de liberté, avec un regard enfantin, presque d'un adolescent qui découvre la vie dans ces lieux. Donc au fond, tu as pris appui sur la difficulté que tu connaissais rien. Tu venais pas de Menton, tu connais pas les saisons, tu connais pas le terrain, pour l'explorer. Et je trouve que ça dit bien à la fois ton travail, de tâtonner. Et comme tu as dit, je n'avais pas d'argent, donc je n'avais pas les moyens de faire venir les choses de loin. Je devais toujours trouver des astuces pour m'en sortir. Comme quoi les obstacles peuvent être des opportunités. Oui, moi je pense que les obstacles dans la vie font la réussite.
aussi. Alors, donc, tu commences à créer ta propre cuisine. Oui. Et quels sont Alors, là les... j'avais écrit plein de modèles de cartes, parce qu'à l'époque, j'étais à Paris, et en attendant, j'avais commencé à réfléchir quoi faire. J'ai ouvert, et une semaine après, toutes ces notes, toutes ces cartes, ils sont finis à la poubelle, parce que, voilà, tout était nouveau, je n'avais jamais travaillé dans la Méditerranée, les produits, c'était tout nouveau pour moi. Et voilà. Donc ça, c'est aussi une grande leçon, de pouvoir s'ajuster complètement, d'avoir peur et d'y aller quand même. Je crois que ça dit bien aussi la chose. Tu n'y es pas allé en complète... tu te demandais, tu avais peur, mais tu y allais quand même. Ça, je pense que c'est important de dire ça. J'avais peur, et je crois que cette peur, on doit la garder toujours vivante. Cette sensation, bien sûr, aujourd'hui, la peur, elle est différente. Mais à ce moment, j'avais beaucoup de peur. Mais ça n'a pas empêché d'y aller. Non. Et puis, donc, tu vas interroger, explorer cet espace, ce lieu, pour peu à peu inventer une cuisine qui soit, qui est vraiment tout à fait singulière. On en a parlé au début, très à l'écoute de la nature, en pensant vraiment que c'est pas juste faire à manger. Faire à manger, c'est avoir un rapport aux produits qu'on cultive, comment on les cultive. Donc, tu vas avoir ton propre jardin. Alors, faire à manger, pour moi, c'est alimenter l'autre. Et c'est vrai que quand tu cuisines pour quelqu'un d'autre, c'est un acte d'amour. Pour moi, je les conçois comme ça. Je les conçois pas comme une expression technique ou de démonstration d'un savoir-faire. Je les vois plus comme un acte d'amour, comme la possibilité de le donner à l'autre un jour plus d'existence. C'est vrai. Je peux témoigner. Il y a des cuisines où on est impressionné par la technique, mais ta cuisine, la technique disparaît. On dit mais c'est inouï, mais ce qu'on voit d'abord, et ça c'est mystérieux, comment c'est possible qu'on le sente, mais on sent ça, on sent d'abord un acte d'amour et de quelque chose de tellement vivant qui nous rend vivants. Et alors, peut-être que la réponse à ta question première, c'est que le fait de ne pas être, d'être un enfant d'ailleurs, mais qui n'a pas voulu faire une cuisine de ses racines. Parce que moi, j'aurais pu proposer une cuisine argentine ou une cuisine italienne, mais une cuisine qui, en fait, j'ai commencé à la sentir, à sentir ce terroir. Un terroir, le restaurant, tu as vu, il est sur la frontière entre la France et l'Italie. Si j'aurais été français, j'aurais été beaucoup plus attiré par la France, ou si j'aurais été italien, beaucoup plus attiré par l'Italie. Moi, ces frontières n'ont jamais existé. Pour moi, c'était une opportunité de rencontre, de richesse, presque, non? Un endroit où certaines personnes, c'est une division pour certaines personnes, ou pour certains esprits. Et donc, je trouve que cet lieu, il m'a permis de comprendre vraiment qu'est-ce que c'était la liberté. Et aujourd'hui, je me sens, quand je cuisine, j'ai fait une cuisine qui est totalement libre, une expression de la liberté absolue, parce que je n'ai pas des interdits. Les seuls interdits que j'ai, c'est le non-respect de la nature, de mon entourage, parce que je trouve que j'ai tout là. Donc tu travailles sur la dimension locale, oui. Mais la dimension locale, alors là c'est fascinant, c'est pas idéologique, parce qu'il y a des fois je vois des gens qui veulent faire que du local.
Mais toi, local, ça veut dire s'inscrire dans un territoire, et c'est aussi une réflexion sur la santé, que les produits qui viennent d'un lieu, qu'on les mange, c'est meilleur pour notre santé, même pour le microbiote. Donc il y a toute une réflexion. Peut-être tu peux essayer d'expliquer cette conception que tu as. Alors, la démarche, c'est que ça rejoint l'explication juste avant du fait de l'alimentation. Non, on cuisine pas pour cuisiner, on cuisine pour alimenter le corps et l'esprit, non? Et pourquoi pas l'âme. C'est clair. Moi, je crois ça. Avant d'avoir mangé chez toi, j'avais peut-être pas forcément pensé, mais en mangeant chez toi, on voit que la nourriture peut nourrir l'âme. Oui. Et donc, j'ai dit, dans mon restaurant, je vais cuisiner comme pour mes enfants, aussi bien, aussi sain que pour mes enfants. Et malheureusement, dans l'industrie alimentaire, on a fait beaucoup trop de bêtises. On a fait des atrocités avec les aliments. Et comme dans tout sujet, quand on s'intéresse et on plonge et on étudie et on est en relation directe, ces problématiques ils sont encore plus évidentes. Moi, j'ai accès à des choses, des informations qui pas tout le monde a sur l'industrie alimentaire, parce que c'est mon sujet, c'est mon sujet d'étude, mon sujet de vie. Et donc, cette conscience des erreurs qu'on a fait, qu'on continue à faire, m'a mené à une réflexion très profonde du sens de mon métier, de l'importance de justement tenir compte de la terre, tenir compte parce que tout est relationné. En fait, un bon produit qui va avoir un saveur unique, qui va être... C'est parce qu'il a poussé dans une terre qui a été pleine de minéraux, pleine de vie. Et donc, il y a une totale relation. Le goût d'un légume, la qualité d'un légume, elle est totalement en relation au comment a été produit, dans le respect de la vie. Donc tu vas commencer à travailler tout autant à inventer ta cuisine qu'à explorer comment cultiver, et tu vas beaucoup étudier, travailler, essayer de comprendre ce que c'est l'agriculture. Oui, voilà, je commence avec un petit jardin au début. Aujourd'hui, on a 5 hectares. Évidemment, pour pouvoir cultiver 5 hectares, j'ai commencé à étudier, à lire, à avoir vraiment à plonger dans les sujets. Et je suis devenu presque un jardinier, un cuisinier. Ma sœur, elle dirait, tu es un jardinier aiguisé de cuisinier. Parce que vraiment, nous, on commence à cuisiner dans nos jardins. C'est toute la préparation de la terre, tout ce soin qu'on met pour pousser nos herbes, nos fleurs, nos légumes. C'est vraiment là que ça commence le goût. Et comment tu en es venu à la biodynamie? Alors la biodynamie, justement dans cette recherche pour vouloir faire bien les choses dans le respect du vivant, la biodynamie, qui je connaissais déjà par quelques amis vignerons. Oui, on a tous, moi c'est pareil, je ne connaissais rien à la biodynamie. Un jour, j'ai bu une dégustation de vin, et il y avait un vin en biodynamie, je me dis mais ce vin, il est tellement vivant, mais je ne peux plus boire autre chose, que je ne savais pas du tout ce que c'était la biodynamie, mais je me dis, là, il y a quelque chose d'incroyable. Pareil. Et donc, je commence à étudier. Je lis quand même un livre qui m'a beaucoup marqué, qui était La révolution d'un brin de blé. De Fukuoka, c'est un ancien agriculteur japonais qui est
décédé en 2003-2004, et qui a été le père de la permaculture. Et c'est vraiment ce livre qui m'a fait comprendre qu'en fait, on avait totalement parti dans un système totalement contraire aux vraies valeurs du vivant et du respect du vivant. Et donc, j'ai commencé à chercher des autres types d'agriculture et j'ai tombé sur la biodynamique, qui m'a été expliqué par des vignerons parce qu'il y a peu des agriculteurs en biodynamique pure. Hein. Et il y en a, mais il n'y a pas beaucoup. Et moi, j'étais toujours un rêveur. J'aime rêver, je suis un romantique. Pour moi, la vie n'est pas juste ce qu'on voit et qu'on touche. C'est beaucoup plus que ça. Et je veux croire à ce type de choses. Je veux croire à l'amour, je veux croire aux énergies. Mais je ne suis pas tombé comme un naïf dans cette vision de voir l'agriculture. On a beaucoup étudié, on parle de la biodynamie, du père de la biodynamie, Stanley, mais n'est pas lui. Tous les anciennes cultures étudiaient déjà les astres, comment influencer les astres dans la mer, dans les mondes végétal, même quand on coupait un arbre pour faire un Stradivarius, ben on le coupait un jour des racines selon le calendrier lunaire. Donc selon le calendrier lunaire, il y a 4 types. Il y a les fleurs, les fruits, les feuilles et les racines. Voilà, en fait, il y a des moments qui sont plus propices pour travailler les légumes racines ou les feuilles ou les légumes fleurs ou les fruits. Et voilà, on suit ces calendriers. Et puis alors, il y a, donc tu commences à plonger dedans, à étudier ça, et puis il y a le confinement qui arrive, et là... Alors, jusqu'à là, on faisait ce travail juste dans nos jardins. Donc 2019, c'est une année phare pour le Mirasur parce qu'il obtient ses 3 étoiles Michelin. Il devient le meilleur restaurant au monde, meilleur chef au monde. On a tout eu en 2019. Sauf que, voilà, début 2020, le monde s'arrête, la lumière s'éteint et là, c'est la grande angoisse pour tout le monde. Et nous, d'être en rythme d'accélération totale, on passe à être en repos et en sommeil. Et donc, pendant les 3 mois avant d'ouvrir, je passe une réflexion interne très, très importante et en fait je ne me voyais pas rouvrir mon restaurant tel quel on l'avait fermé après ce que le monde venait de vivre et l'humanité venait de vivre. Et donc par un moment d'illumination, j'ai eu cette idée de justement, j'étais au jardin, j'avais la chance d'avoir passé beaucoup de temps dans mon jardin pendant le confinement. Et j'étais en train de planter des carottes, de repiquer des carottes. Et c'était un jour racine. Et c'est là que j'ai dit, en fait, je dois amener ce calendrier lunaire qu'on respecte pour faire nos légumes dans les menus du restaurant.
Donc, c'était un changement radical. C'était de passer d'un menu à passer à 4 menus qui changent selon la position de la Lune et les astres dans le ciel. Et donc, avoir 2-3 menus différents par semaine. Donc, un jour, on vient, c'est le menu fleurs, et puis après, on peut venir, et c'est le menu racine. Voilà, et en on plus, peut venir 3 jours après et le menu racine. Et tout ça change en fonction des saisons. Donc, ça, tu t'es mis un ensemble de contraintes, mais tu as expliqué plutôt que les contraintes peuvent devenir un espace de liberté et d'invention. Mais on voit bien que, parce qu'on a souvent l'idée, plus il y a de contraintes, moins on va être libre. Toi, au contraire, tu montres que les contraintes peuvent aiguiller la création. Tout à fait. Pour moi, la création, des fois, passe par justement ces dépassements qui, à certains moments de la vie, on doit le faire, on doit faire. Et c'est dépasser, justement, sortir de sa zone de confort. Nous, on aurait pu rouvrir avec le même menu qu'on avait obtenu nos 3 étoiles et continuer des années sur la bague de ces 3 étoiles et ces premières positions de meilleur restaurant au monde. Mais on a voulu vraiment sortir de notre zone de confort et aller vers autre chose. Et ça a fonctionné, ça nous a donné énormément d'énergie. Les résultats, c'est 4 menus extraordinaires. Les résultats, c'est des gens qui, au début, à la fin du premier confinement, et encore aujourd'hui, ils pleurent d'émotion chaque fois qu'ils viennent. Donc, c'est vraiment émouvant comment on peut toucher les âmes, les esprits des gens par ce métier. Alors, on va parler d'un autre plat. Qu'est-ce que c'est, ce plat ? Alors, ces plats, c'est merveilleux ce qui nous a passé avec ces plats, qui est un plat très artistique. Hein. Donc, c'est des pétales de fleurs. Des pétales de fleurs, des cosmos, ponctuellement, dans lesquels on cache en bas, c'est un tartare de veau qu'on sert avec une vinaigrette de fruits rouges. Et on est en Australie parce qu'on va faire un repas là-bas et on amène ces plats, ça faisait partie d'un de nos plats du menu. Et une des convives m'appelle après avoir mangé les plats et il me montre dans son téléphone une photo d'un tableau d'une artiste australienne qui était exactement le même design. Et depuis, c'était après le livre, donc dans le livre on n'en parle pas, mais depuis, ce plat, il est devenu un honneur à cette artiste australienne, autochtone en plus, qui est malheureusement partie récemment. Mais c'est un plat que j'aime beaucoup, Comment tu l'as construit ? Comment tu as pensé à mettre les éléments ensemble ? Alors, cette beauté dans la nature, parce qu'une fleur, c'est difficile de l'embellir encore plus. Et au moins de faire quelque chose d'aussi beau. Et donc on a essayé de voir comment on pouvait transmettre ce champ des cosmos dans l'assiette et on a trouvé que ça exprimait bien de cette façon cette image que j'avais de mon jardin avec plein de cosmos. Donc l'inspiration première, c'était le cosmos ? Oui.
Oui, tout à fait. Et le veau, après, et comment c'est et venu les le veau? veaux, il vient parce que il fallait toujours avec la plupart des fleurs, il faut des goûts qui ne soient pas très prononcés. Donc la chair des veaux, c'est une viande qui va pas être aussi forte qu'un bœuf, qui va pas être aussi forte qu'un agneau, donc va être dans la délicatesse. Et ce qui nous permet d'apprécier encore plus les saveurs très délicates du cosmos. Et la gelée? Et la gelée, il vient juste là pour faire la toile du tableau et pouvoir maintenir nos pétales, mais c'est une gelée de veau, justement, mais qui est aussi très délicate en saveur. Alors après, j'ai choisi celui-là. Oui, c'est beau et c'est très beau aussi l'assiette parce que c'est important l'assiette. Ça, c'est un artisan japonais, c'est un plat. Je vais souvent au Japon, j'adore le Japon et les artisans japonais sont magnifiques. Et donc, c'est un plat qu'on a créé pour ces contenants. Ah, donc c'est d'abord l'assiette qui t'a... T'as été au Japon, t'as vu l'assiette, Oui. et t'as dit que j'ai créé un plat par rapport à l'assiette. C'est fou. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est des radis. Alors, c'est des radis multicouleurs. Hein. On a des green meat, des red meat, c'est des daikon. C'est justement la diversité d'expression d'une même variété, d'une même légume avec plein de variétés différentes. Donc là, on est dans les racines. Et là, on est dans l'univers racine, tout à fait. Donc, et qu'on va interposer pour obtenir cette genre de rosace, de radis, des poissons. Donc, on les coupe en carpaccio et on monte avec des gelées des radis aussi et des radis, cette rosace, et qu'on accompagne, on ne le voit pas là dans la photo, mais on l'accompagne avec un bouillon des poissons aussi. Donc la résonance de la beauté aide à construire l'assiette. Toujours. Moi, pour les voies d'inspiration sont souvent... ne sont pas 10 000. Hein, et il y a, chez moi, les jardins, ça m'inspire beaucoup parce que c'est mon lieu de reconnexion pour moi, mon lieu de méditation, c'est mon espace. Et donc, c'est le moment où j'ai aussi pour observer beaucoup de choses. Et donc, c'est une source d'inspiration importante. Après, il y a les voyages qu'on raconte des cultures différentes, des saveurs différentes, des produits différents. Et une autre voie qui je trouve de plus en plus intéressante, c'est l'art. L'art, je m'inspire beaucoup de certains peintres, je m'inspire beaucoup de l'haute couture. En fait, la beauté en général, soit dans la nature ou faite par l'homme, c'est des sources d'inspiration très importantes. Après, je voulais qu'on parle de ce plat-là, qui est aussi, alors là, quand on voit ça qui arrive, c'est quand même, on est scotché, c'est juste dingue. C'est beau et tu vois qu'aussi on choisit bien la vaisselle qui est un moyen artistique presque de présenter les plats. Donc ça, c'est des fleurs de bourrache, hein, c'est ça? Oui, c'est des fleurs de bourrache, donc des fleurs d'une bleuté très intense, très iodée en goût. Donc quand on mange une fleur de bourrache, on sent vraiment le iode, et plus là dans notre jardin qui est caressé par la brise marine tout le temps. Et donc là, on va faire un flan
qu'on fait avec un bouillon marin. On va couper des couteaux en fines lamelles et on va les superposer un à côté de l'autre. Et après, on va faire cette tas de fleurs de bourrache qui viennent embellir, mais pas seulement pour le côté beauté, mais sinon aussi pour les goûts prononcés de iode. Oui, qui va bien avec les couteaux. Oui, tout à fait. Mais après, tu travailles aussi beaucoup sur les textures en bouche. Beaucoup. Donc, c'est parce que j'ai l'impression quand même que la magie, donc c'est le produit, mais il y a aussi une réflexion. On a déjà parlé tout à l'heure avec la tarte. Il y a la question de la texture. Alors, moi, je l'appelle la troisième dimension dans la cuisine, les textures. Et c'est vrai que c'est une dimension que nous, occidentaux, on a peu dans notre culture, dans notre palais. Et c'est mes voyages, c'est pour ça que je te disais que une grande source d'inspiration, c'est les voyages. C'est dans mes premiers voyages en Asie que j'étais vraiment impacté, pas par les saveurs, bien sûr par les saveurs aussi, mais surtout par les différentes textures qu'on pouvait trouver dans un même plat. En Europe ou en Amérique latine, quand on mange un plat, ben, on va voir 2, 3, 4 textures maximum. En Asie, ben, j'ai goûté des plats qui avaient 8, 9, 10 textures différentes dans le même plat. Et j'ai compris en fait que les textures dans les palais permettent d'apprécier une même saveur en plein de facettes différentes. Et donc pour moi, c'était vraiment la troisième dimension que j'ai donnée à mes plats. Et par exemple, ici, comment ça fonctionne là, par exemple ? Alors ici, ça fonctionne dans la texture très gourmande, très, très réconfortante du flan, qui vient cassé par cette petite lamelle des couteaux croquants, parce qu'on les cuit juste très rapidement dans un bouillon, dans le même bouillon qu'on fait avec lesquels on fait le flan. On cuit, on plonge très rapidement les couteaux, c'est qu'il les ressaissit et donc il reste avec une texture craquante. Et après, il y a toutes ces fleurs qui vont, comme un légume, donner du fibres et des velours dans le palais. Et bon, ça c'est un plat qui est assez représentatif, mais il y a des autres dans lesquels je travaille encore plus sur les croquants, les cassants. Par exemple, la tarte à l'artichaut. La tarte à l'artichaut, c'est un vrai exemple parce qu'il y a ces feuilletages qui va nous transmettre même les bruits en bouche, non, les bruits qu'on mâche, c'est super important. Donc les feuilletages avec ces feuilles cassantes et la farce qui va être très onctueuse. Et après, on a la surface qui est de ces lamelles d'artichaut, des cœurs d'artichaut, mais qui ont été cuites au four, donc ils deviennent comme l'artichaut à la romaine ou à la juive qui ont frit et qui deviennent onctueux et croustillants. Donc on est parti sur un plat classique et pour arriver avec des textures différentes à quelque chose d'unique. C'est ça. Maintenant, c'est la texture qui fait la magie du plat. Oui. Il y a vraiment cette... Oui. Et alors, tu l'accompagnes de 2 sauces différentes. Alors, on l'accompagne avec 2 sauces différentes. Une qui est une sauce très riche, c'est une pérégourdine, donc c'est une sauce à base c'est comme un jus de viande, mais qu'on le fait à base des artichauts. Donc, on va faire une réduction de l'eau de végétation, c'est gourmand au plus haut point. Oui, on dirait c'est vraiment un jus de viande. C'est que de l'artichaut. C'est que de l'artichaut et on va le finir, l'assaisonner avec de la truffe hachée. Et donc c'est la truffe qu'on fermente, donc on a ces côtés 5e goût vraiment très poussés avec la fermentation.
Et l'autre, c'est une vinaigrette très cassante, justement, qui va contrarrester le côté très gourmand de l'artichaut et de la sauce pour amener un peu de fraîcheur. Il y a un côté un peu acidulé. Tout à fait, c'est une vinaigrette ou une citronnette, on appelle ça. Dans les jargons, c'est une vinaigrette faite avec du jus de citron. Donc il y a vraiment ce côté acidulé qui est vraiment qui contraste et qui donne encore et qui participe de la manière. La complexité. Hein. Oui. Ouais. Est-ce que tu aurais. Je suis content que tu aies choisi ces plats parce que c'est un de mes favoris. Pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à chacun d'entre nous pour essayer de faire. Parce qu'on n'a pas tous un jardin à Menton et la possibilité de cultiver en biodynamie. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour que se nourrir soit plus respectueux du vivant? Alors, déjà, nous sommes dans un pays qui a beaucoup de chance parce qu'on a des très bons producteurs qui produisent vraiment dans la conscience des sols vivants et des respect des sols vivants. Donc, j'ai dit que quand on a la chance de choisir qu'est-ce qu'on va manger, parce qu'en France, la plupart des gens, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils vont manger par rapport à des autres pays dans le monde. On choisit le monde qu'on veut laisser demain. Donc c'est un acte politique, manger. C'est un acte très important, le choix de ce qu'on va manger. Et donc mon conseil, c'est vraiment de réfléchir aux futures générations qui, eux, ils sont déjà en train de nous le réclamer. Donc, c'est pas forcément plus cher bien manger. C'est juste une conscientisation. Ben, merci infiniment. Merci. C'était un grand bonheur de passer ce moment avec toi. Moi aussi, je suis ravi. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Vous êtes nombreux à me demander où sont passées mes vidéos. Ils sont sur l'autre chaîne. J'ai créé maintenant 2 chaînes pour que ce soit plus clair. La chaîne Dialogue et la chaîne Fabrice Midal. N'hésitez pas à vous abonner à cette autre chaîne et je vous dis à très vite sur l'une des 2 chaînes, Dialogue Fabrice Midal. À très bientôt, je vous embrasse tous.